Xavier Chrétier, bonsoir. Vous êtes professeur en Bonsoir. sciences politiques à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Vous êtes spécialiste des nationalismes violents. Alors, l'ETA a annoncé sa dissolution. D'abord, rappelez-nous ce qu'est l'ETA. C'est une organisation terroriste qui milite pour l'indépendance du Pays Basque. C'est quoi exactement le Pays Basque, d'ailleurs ? Alors c'est en effet exactement ça, une organisation que vont qualifier de nationaliste, que d'autres qualifieront de terroriste, qui milite pour l'indépendance du Pays Basque, cette région qui est à cheval entre la France et l'Espagne, avec une grande majorité du territoire qui est en Espagne, puisqu'il y a trois communautés autonomes, 4 communautés autonomes historiques qui composent le Pays Basque espagnol, et 3 petites provinces françaises. La capitale, ce serait, alors j'ai regardé, Bilbao, ce serait une région de 3, non mais dans le rêve des séparatistes, 3 millions d'habitants. Et alors, c'est quoi cette langue-là ? Parce que ETA, j'ai regardé, ça veut dire donc Euskadi Ta Tasuna. Et Euskadi Tasuna, ça veut dire Pays Basque et liberté. Et c'est quoi la racine de cette langue ? C'est le basque. C'est une langue, en effet, qui est une langue un peu spécifique, puisque c'est une des rares langues sur le continent européen qui n'est pas indo-européenne. Qu'on retrouve, qui est une langue commune, par exemple, avec le hongrois. Le hongrois a cette même racine. Donc c'est une langue très, très... Donc c'est la latin, quoi, je veux dire. Ça ne fait pas du tout espagnol. Non, ça ne fait pas du tout espagnol. Et c'est un des arguments qu'utilisent les Basques pour montrer leur antériorité par rapport aux Espagnols sur la péninsule ibérique. D'accord, mais c'est parlé le basque dans les pays basques espagnols. Il y a un sentiment basque aussi fort que désormais le célèbre sentiment catalan, pour faire un parallèle. Oui, bien sûr. Il y a un sentiment identitaire basque qui est très fort, très présent au Pays Basque Sud, puisque je rappelle ce qu'on appelle le Pays Basque Sud, c'est le Pays Basque espagnol, qui est régi par des institutions basques autonomes qui ont longtemps été dominées par les nationalistes du PNUB, du Parti nationaliste basque, qui est un parti démocrate chrétien, pas du tout violent, mais qui a la main sur les institutions scolaires. Et donc, il y a beaucoup d'enseignements en basque, il y a une grande presse basque, il y a 3 chaînes de télévision exclusivement en basque. Donc, le basque est une langue parlée. Langue très compliquée, très difficile, mais une langue parlée. C'est incroyable parce que chez nous, la Catalogne, bon, c'est Perpignan, le Pays Basque, c'est Bayonne, c'est folklorique pour nous. Mais chez eux, c'est très sérieux, hein, ce régionalisme, qu'il soit catalan ou basque. Non, mais on se rend compte que la France est un pays très uni par rapport à l'Espagne. Hein. Ah, ça, c'est sûr. La France est peut-être un des pays les plus unis d'Europe, si ce n'est du monde, qui a réussi le mieux son unité politique, son unité culturelle. L'Espagne, on en est très loin. Le Pays Basque et la Catalogne, mais on pourrait aussi parler de la Galice, mais en tout cas, le Pays Basque et la Catalogne sont 2 régions avec une très forte identité et qui ne se sentent pas du tout liées, pour un certain nombre d'entre eux, à Madrid. Il y a des distinctions qui sont très fortes, qui sont culturelles, qui sont historiques. Comment est né l'ETA, alors ? À quel moment et pourquoi ? Alors, l'ETA naît en 1959 et est au départ une organisation de jeunes issus pour la plupart de séminaristes. C'est une organisation qui est née du champ des séminaristes, des religieux basques et un certain nombre d'étudiants basques de l'époque qui sont très anti-franquistes, qui vont se lever contre le franquisme. On est dans l'Espagne de Franco. On est en pleine dans l'Espagne de Franco, donc une Espagne très autoritaire, très en lutte contre ce qu'il appelle les jotas y rojas, les séparatistes et les rouges, et l'ETA cumule ces 2 handicaps pour le franquisme, et donc il va y avoir une répression très forte. De 1959 à 1968, il n'y a quasiment aucun mort. Et le premier mort est en 68, mais ça reste modéré, il tue un policier franquiste. Et vraiment, l'explosion de la violence commence à partir des années 74 jusqu'en 81, dans ce qu'on a appelé les années de transition démocratique, où là, sur à peu près 4 ans, on va avoir près de 300 morts en 4 ans, avec une lutte armée très très forte. Alors on va voir des séparatistes de l'ETA, là, avec une mise en scène. Voilà. C'est quoi ? C'est assez terrifiant, hein. Oui, c'est une mise en scène. Je dirais qu'on a chez nous, dans une île du sud de la France, des mises en scène dans le maquis qui sont parfois presque plus impressionnantes, avec une violence qui pour autant l'est beaucoup moins. Mais là, parce qu'en matière de violence, 829 morts, des milliers de blessés. Hein. On l'a pas oublié. Hein. Oui. Les Espagnols, en tout cas, l'ont pas oublié. On estime à peu près entre 800 et 850 morts de la part de l'ETA, un peu plus de 3000 blessés. La grande époque, il y avait jusqu'à 3000 personnes qui vivaient sous protection rapprochée, ce qui faisait travailler à peu près 20 000 personnes au Pays Basque en termes de surveillance et de protection des populations. L'ETA a créé, à un moment donné, un véritable climat de terreur et un conflit qui a été très fort vis-à-vis
d'un État qui ne s'est pas privé non plus d'utilisation de moyens de violence extrêmement forts. Hein. L'Espagne a utilisé un terrorisme d'État, les Galles, qui ont assassiné... C'est-à-dire un terrorisme d'État. Il y avait des espèces de milices d'État qui allaient tout à fait. faire le ménage chez les terroristes de l'ETA. Qui allaient faire le ménage chez les terroristes de l'ETA, et pour la plupart en territoire français. Vous savez qu'avant que l'arrivée des djihadistes, la vague djihadiste en France, le groupe terroriste le plus meurtrier sur le territoire français, ça a été les Galles. Ah ouais. C'est-à-dire des forces terroristes financées par l'État espagnol et qui ont été assassinés des militants basques qui trouvaient refuge sur le territoire français avant de venir faire leurs attentats en Espagne. Donc il y a eu une véritable guerre, ce qu'on a appelé la guerra sucia, la guerre sale en Espagne entre ces deux organisations. Et d'ailleurs, Mariano Rajoy a dit, mais attention, il n'y aura pas d'impunité. Hein. Ils n'ont pas oublié. Le pouvoir central à Madrid reste à raison, alors, à vous écouter. Parce qu'il y a encore une centaine, je crois, de personnes appartenant à l'ETA qui sont recherchées par la police activement. Il y a plusieurs personnes qui sont... Il y a en effet plusieurs dizaines de personnes qui sont recherchées encore activement, peut-être pas une centaine, mais il y a surtout plus de 400 prisonniers basques, dont à peu près 60 dans les prisons françaises. Donc il y a une question des prisonniers. Et une des raisons de l'annonce de la dissolution de l'ETA, c'est ces prisonniers. Qu'est-ce qu'on en fait ? Une des grandes revendications, c'est le regroupement des prisonniers, c'est-à-dire le fait qu'ils puissent revenir faire leur peine au Pays Basque. Pourquoi à un moment où partout en Europe les régionalismes se manifestent d'une façon très forte, hein, en Écosse, en Flandre, en Catalogne, c'est à ce moment-là où finalement, je n'allais pas dire qu'ils étaient en avance sur leur temps parce que les méthodes sont très condamnables, mais l'ETA décide de déposer les armes et d'arrêter ce rêve d'indépendance. Je ne pense pas du tout qu'ils aient arrêté le rêve d'indépendance. Alors, en tous les cas, ils déposent les armes. Mais ils déposent les armes. Ils déposent les armes parce que, après quasiment 60 ans de lutte armée, ils se rendent bien compte qu'ils sont dans une impasse. Ils se rendent bien compte également qu'il y a un épuisement militant, qu'il y a une répression des polices françaises et espagnoles qui est beaucoup trop forte. Donc, ils ont perdu la guerre, très clairement. Rajoy aurait tort de dire aucune impunité et on ne fait aucun geste. Le nationalisme basque, il continue d'exister même s'il ne prend pas la voie des armes. Et je pense qu'il faut savoir terminer un conflit, des deux côtés. Même si, moi je l'ai appris, je ne le savais pas, mais le Pays Basque jouit de beaucoup plus d'indépendance, jouit d'une indépendance dont rêverait la Catalogne. Finalement, est-ce qu'avec ces méthodes extrêmes, les Basques n'ont pas obtenu un petit peu ce qu'ils voulaient, d'être quand même très indépendants? Ils ont des finances indépendantes, des écoles indépendantes par rapport à Madrid. 1978, la Constitution. 1979, la loi sur les autonomies est votée. Et là, pour assurer la transition démocratique, on va faire en sorte de donner pas mal de compétences aux régions, et en particulier au Pays Basque, à la Galice et à la Catalogne, qui vont avoir des compétences extrêmement élargies, extrêmement fortes. Certains diront parfois plus importantes que les Länder allemands, qui sont pourtant dans un État fédéral, alors que l'Espagne n'est pas un État fédéral. C'est vrai qu'il y a une autonomie très très forte, mais l'autonomie, c'est pas l'indépendance, et pour un nationaliste, il y a une vraie différence. Même si l'autonomie ferait rêver les Corses de chez nous. Oui, d'accord. Mais quel est l'avenir? On a l'impression que cette Espagne, elle craquelle un peu entre la Catalogne, le Pays Basque, etc. Et que Madrid se crispe, on a vu. Il jette en prison quand même il n'y a eu aucun terrorisme chez les leaders catalans. Non. Comment analysez-vous ça? Pour nous, c'est très curieux, pour nous Français, comme vous dites, qui sommes un pays très uni, très unitaire. Parce que chez nous, la problématique centre-périphérie, l'affrontement entre le centre et la région, ce n'est pas une problématique centrale. On est beaucoup plus sur la problématique bourgeois-ouvrier, l'affrontement de classe. En Espagne, mais il y a d'autres pays comme ça, mais particulièrement en Espagne, c'est le cas aussi en Belgique, c'est le cas en Grande-Bretagne, cette problématique centre-périphérie, elle est encore extraordinairement forte. Et l'État espagnol n'est pas assuré de sa survie. Autant je peux vous dire que je peux vous dire que dans 100 ans, la France existera toujours. Je ne m'avancerai pas à dire que dans 100 ans, l'Espagne existera toujours comme État-nation. Eh bien, on vous réinvitera dans 100 ans pour voir si vous aviez raison. Merci Xavier Crétier, professeur à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Tout de suite, Caroline Roux, c'est dans l'air. Emmanuel Macron est-il le président des riches? Après la suppression de l'ISF, le chef de l'État annonce la suppression de l'exit tax. Donc c'est un impôt qui frappe les plus-values en cas d'exil fiscal. C'est dans l'air est intitulé ce soir Macron et les super riches. Merci beaucoup.